Emmaüs Connect est une association qui poursuit l'objectif de faire gagner l'autonomie numérique aux gens les plus en difficulté. Alors comment le numérique peut-il être un levier d'insertion concrètement ? Le numérique, globalement, c'est fantastique, c'est même indispensable. Et peut-être la première chose à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le numérique n'est plus une option pour s'inscrire à Pôle emploi, pour pouvoir toucher ses droits chez un certain nombre d'acteurs de la protection sociale. Et le vrai sujet, c'est d'abord répondre à ces exigences citoyennes qui sont désormais numériques. Et puis ensuite, pour trouver un emploi, pour trouver un logement, pour tisser des liens, pour garder des liens avec une famille qu'on a souvent laissée quand on est un migrant dans des lieux très éloignés, le numérique, c'est le bon moyen pour y arriver. On a effectivement rendu un rapport en janvier qui était assez volumineux en vue de l'élaboration de la loi El Khomri. Effectivement, on n'est pas toujours suivi, ce n'est pas une obligation. Cela dit, on a eu l'occasion de se prononcer dans un contexte, en fait, ce qui a déclenché cette saisine, c'était la publication d'une étude par des chercheurs d'Oxford qui annonçait pour un horizon de 20 ans une destruction de 40% des emplois américains du fait de vagues d'automatisation importantes des emplois. C'est la fin du salariat qu'on évoquait effectivement dans la table ronde précédente. Ou de l'emploi, ouais. On peut avoir. Voilà. Nous, on n'a pas au Conseil pour vocation de se faire expert en prospective quantitative ou autre. Ce qu'on en a retenu, néanmoins, c'était qu'il fallait intégrer dans les politiques publiques désormais un facteur clé, c'était l'incertitude. On ne peut plus prétendre maintenant faire de la prospective comme on le faisait auparavant. Et ça se projette au niveau des collectifs, au niveau de la façon de faire des politiques publiques, mais aussi ça se projette sur les individus, auxquels on demande de plus en plus d'être agiles, d'avoir une capacité à se réinventer tout au long de leur carrière. Et ça, c'est possible que si on leur donne les moyens de le faire et si, par exemple, leur job leur laisse les marges pour se réinventer, apprendre, se former à autre chose qu'à être opérationnel pour l'emploi qu'ils occupent à un instant T. Donc, une des préconisations qu'on a faites parmi d'autres, c'était de refondre complètement le système de la formation professionnelle, en particulier pour permettre aux personnes de se faire plus prescriptrices elles-mêmes de ce qu'elles souhaitaient apprendre. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation où on a tout un tas d'organisations intermédiaires qui doivent elles-mêmes sont confrontées à des facteurs externes qui les amènent à se questionner sur leur propre fonctionnement. Et dans la manière de concevoir, par exemple, les listes, les formations, on va vous dire, voilà, ça maintenant c'est important, telle et telle formation. Le problème, c'est que les rythmes de renouvellement de ces formations, de ces priorités, ne se font pas nécessairement au rythme des renouvellements technologiques, des changements de paradigme qu'il peut y avoir à l'échelle des chaînes de valeur, des métiers qui se transforment. Vis-à-vis de l'emploi, l'handicap numéro 1 des personnes en situation de handicap, ce n'est pas le handicap, c'est le déficit de formation et le déficit de diplôme. Dans le combat que mènent Alain Rochon et toute l'APF, par exemple, face aux 500 000 chômeurs aujourd'hui en situation de handicap, il faut voir que plus de 80% n'ont même pas un BEP ou un CAP. Donc on est face à une population très peu en position de pouvoir développer de l'emploi. Et la très bonne nouvelle, on a découvert que grâce au numérique, qui est souvent critiqué pour la fracture, on parle de la fracture du numérique, on oublie très souvent que le numérique peut être aussi une opportunité inimaginable. Tout à l'heure, Jérémy, dans sa thèse, nous a parlé de ressources délaissées. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, je peux vous donner des exemples et je peux vous donner le mécanisme qui fait qu'on peut transformer des ressources délaissées en ressources ultra précieuses, c'est-à-dire pour lesquelles les entreprises vont être prêtes à se battre, alors que quelques mois plus tôt, c'était des ressources qui étaient chômeurs longue durée, en situation de handicap. Alors ça, c'est grâce à l'entreprise adaptée numérique, donc c'est votre dernière innovation. Alors, parlez-nous-en en quelques mots. Oui, alors, justement, quel est le phénomène qui est derrière l'entreprise numérique, adaptée numérique? Le phénomène est le suivant. Comme vous le savez, ceux qui développent aujourd'hui les applications numériques sont des personnes à compétences très recherchées, des bac plus 5, des bac plus 8, qui connaissent des langages complètement exotiques, du Python, du Perl, du Pike, et j'en passe et des meilleurs. Ces personnes sont très recherchées sur le marché. Et le problème et le constat, c'est que comme elles sont sur des activités très pointues, eh ben elles font tout.
Elles font même le travail qui est extrêmement chronophage, qui est répétitif, qui est un travail qui pourrait être fait par tout un panel d'autres métiers qui sont des métiers supports. Comme le fait de tester une appli, par exemple. Exactement, comme tester une application. Aujourd'hui, c'est fait par ces ingénieurs de très haut niveau qui sont donc très recherchés, métiers en tension. Donc ce qu'on a fait, on s'est posé la question, APF Entreprise, on s'est dit, avec un partenaire qui s'appelle Fitech, qui est un organisme de formation, est-ce qu'il est possible, en quelques mois, je dis bien en quelques mois, de transformer une ressource délaissée en une ressource à très forte valeur ajoutée dans le numérique? Donc, autrement dit, on a identifié des métiers, alors support technique niveau 1 et 2 par exemple, effectivement qualification de logiciels ou bien développement Java, qui sont des choses qui peuvent s'apprendre en un temps relativement court. On s'est rapproché de Pôle emploi, et Pôle emploi qui avait l'habitude de diffuser des annonces du style « cherche développeur Java ». Le constat, c'est qu'il n'y a pas de développeur Java, donc quasiment pas de réponse. Si vous remplacez ces annonces par « cherche candidat qui souhaite devenir développeur Java après une formation et un engagement d'être recruté en CDI », qui accepte ce jeu-là? Et donc, on a fait ça avec Pôle emploi. On a eu pléthore de candidats qui n'avaient aucune connaissance du numérique. C'était des gens simplement, effectivement, comme je disais tout à l'heure, des chômeurs longue durée, bien sûr en situation de handicap, puisque ça, c'est notre métier à nous. Ces personnes, on a identifié qu'elles avaient un potentiel, c'est-à-dire une capacité d'être transformées en une ressource ultra positive. Et ça marche. Et ça marche. Alors, on a utilisé pour ça un dispositif de l'État qui est très peu utilisé et très peu usité, s'appelle la POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi individualisé. C'est un truc magique. Pôle emploi vous paye une formation, donc paye cette formation, et vous vous engagez en tant qu'entreprise à recruter la personne après la formation qui en 4 mois vous transforme une personne qui n'a pas de diplôme en un équivalent Bac+2, Bac+4 sur un sujet très pointu. Par exemple, effectivement, le langage Java, par exemple. Ben, je trouve que, comme toujours, c'est saisissant par le caractère concret de ce que vous proposez, et puis par la réponse que vous suggérez, qui est précisément de trouver un véritable avenir, une véritable réponse en emploi pour ce que l'on a nommé, en effet, ces populations délaissées qui, aujourd'hui, de façon absolument scandaleuse, je crois qu'on peut en convenir collectivement, se trouvent sur le bord de la route, sans solution et sans avenir. Je pense que le numérique est une vraie chance et qu'il peut donner un sérieux coup de main à beaucoup de nos compatriotes et naturellement aux personnes en situation de handicap qui aujourd'hui sont confrontées effectivement à une très très difficile situation sur le front de l'emploi. Mais ce que je pense en même temps, c'est que comme toujours, quand notre société est face à de grandes transformations, il faut tout de même assortir ces grandes transformations de points de vigilance. Et je pense que les chances ne seront vraiment au rendez-vous que si l'on va regarder dans les détails ce qui pourrait produire demain de nouvelles discriminations. On voit que beaucoup d'entre nos compatriotes se trouvent là aussi sur le bord de la route numérique, parce que les accès ne sont pas là, et je salue l'action d'Emmaüs Connect avec son partenariat avec SFR, parce qu'en fait il s'agit de permettre l'accès. Mais une fois que l'accès est possible, tout n'est pas gagné, et pour les personnes en situation de handicap, je pense que l'enjeu va être de re-questionner au fond les fondamentaux qui sont ceux de la politique du handicap dans notre pays. Ces fondamentaux, on les connaît, c'est garantir l'accessibilité et c'est garantir la compensation pour l'égalité des chances. Sauf qu'avec le numérique, l'accessibilité n'a plus tout à fait la même signification. L'exigence d'inclusion numérique, pour prendre cette expression, elle passe par une exigence beaucoup plus pointue, notamment à travers l'exigence de confort d'usage, pour que la personne en situation de handicap puisse obtenir un résultat tout à fait équivalent. Je ne suis pas tout à fait certain que notre manière d'aborder l'accessibilité aujourd'hui garantisse ce niveau-là d'inclusion numérique. C'est quoi concrètement une meilleure ergonomie des sites ? C'est tellement individuel. Bien sûr, l'ergonomie des sites, j'ai envie de vous dire, il ne manquerait plus que ça.
Mais ça va au-delà, c'est le temps de réponse, c'est la fiabilité de la réponse, c'est le fait que, par exemple, pour une personne qui se trouve avec un handicap sensoriel, elle n'ait pas de désavantage. Imaginez le trader demain avec une interface complexe qui va devoir passer un ordre, mais j'ai envie de dire le moindre delta, le moindre écart de temps de réponse est un désavantage. Y pense-t-on aujourd'hui ? Et sur la question de la compensation, moi, il y a un point qui me frappe énormément. On y travaille beaucoup chez Entreprises et Handicap, et en particulier avec notre partenaire APF. J'en profite pour saluer le président Rochon. C'est la question de la compensation. La question de la compensation avec le sujet du numérique prend un tour tout à fait différent. C'est l'idée de l'autonomie, au fond, de la capacité de la personne à choisir et à ne pas se trouver contrainte par la solution numérique. On parlait des emplois. On sait que les emplois de l'économie du numérique sont à, comme on dit, obsolescence programmée. Ça veut dire que leur durée de vie est beaucoup plus courte. D'où la nécessité aussi d'un accompagnement de la plus formation, de la formation. Et pour une personne en situation de handicap, j'ai l'intime conviction qu'il faut se pencher sur cette question-là, car tout changement nécessite de mobiliser des ressources personnelles tout à fait, j'ai envie de dire, supérieures et appropriées pour que le changement soit possible. Voilà toutes ces choses auxquelles je crois que nous devons être vigilants. Donc l'espoir est immense, il est sous nos yeux, il est en train de se mettre en œuvre dans l'économie française. Mais attention, le diable se niche parfois dans les détails, et je crois qu'il faut pousser les feux politiques pour exiger des réponses de qualité. Merci beaucoup, Marie-Anne.